Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bon dimanche à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de Géopolitique Internationale. Une fois de plus, le monde vu par des rapports de force, vu également par les luttes d'influence. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission. Et cette semaine, nous allons évoquer l'opération militaire spéciale russe en Ukraine pour tenter de faire le bilan et les perspectives après un mois de combat. Rappelez que selon Moscou, l'opération se déroule parfaitement comme prévu, permettant donc à la Russie d'atteindre presque tous ses objectifs, autant pour moi. Partie de Crimée, les forces russes ont rejoint Kherson dans les premiers jours de l'offensive et ont atteint le 4 mars la centrale nucléaire de Zaporizhzhia le long du fleuve Dniepr. Et puis l'armée russe a rejoint ensuite Mariupol, port stratégique pour opérer la jonction entre les récentes conquêtes du Donbass, entre autres zones déterminantes, la mer Noire. Depuis le début du conflit, la marine russe impose un blocus maritime au port d'Odessa. Voilà, ce qui n'est pas le même regard sur cette opération militaire vue d'Occident, où le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé que l'offensive russe en Ukraine s'enlisait malgré toutes les destructions qu'elle provoque jour après jour. Fin de citation. Voilà, on a également donc des réactions assez fortes d'Occident, des réactions qui vont davantage, selon de nombreux analystes, dans le sens de la propagande lancée déjà par l'armée ukrainienne, parlant des destructions, entre autres, d'équipements militaires russes et autres pertes dans les rangs de l'armée russe. Nous allons, dans le cadre de cette édition, avec nos correspondants et autres analystes aux quatre coins du monde entier, tenter de dresser un bilan de cette opération, un mois pratiquement après son lancement. Et toujours dans le cadre de cette autre édition de Géopolitique Internationale, nous allons aller au Mali où, vous le savez déjà, la CEDEAO a maintenu les sanctions contre Bamako. Elle souhaite toujours aller très vite, elle souhaite toujours aller dans le sens d'obtenir des délais assez courts concernant l'organisation d'élections dans le pays. On se posera entre autres la question de savoir pourquoi est-ce aussi important d'aller aussi vite quand on sait que l'enjeu sécuritaire est de taille. D'ailleurs, les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu à préciser que la situation sécuritaire, selon eux, restait préoccupante, mais voudraient tout de même que les élections s'organisent assez rapidement. Un paradoxe que nous allons tenter, toujours dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale, de comprendre. Et ce sera bien sûr avec nos intervenants en multiplex et entre autres sujets, la Corée du Nord, où Kim Jong-un a dévoilé son nouveau missile balistique intercontinental. Le sujet sera abordé avec Fabrice Bauer et Luc Michel nous rejoindra quand il faudra évoquer la guerre froide entre la guerre qui couve et qui pourrait avoir des conséquences extrêmement lourdes entre Israël et l'Iran. Luc Michel sera notre point focal dans le cadre de ce sujet. Voilà pour la présentation, pour le sommaire de cette autre édition. Et rapidement, le panel. Je commence par vous, Fabrice Béant. Merci d'être là. Bonsoir et bien bonjour, autant pour moi, bon dimanche à vous. Merci de nous retrouver. Bonjour et bonjour à Afrique Média. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour de Russie, bonjour l'Afrique. D'être présent donc pour échanger avec nous. Michael Gamandi-Egorov, vous êtes également là, installé en multiplex. Je vous dis bon dimanche et merci de nous retrouver dans Géopolitique Internationale. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue également tous les téléspectateurs d'Afrique Média et tous mes collègues panélistes aujourd'hui présents. Merci à vous. Gamal Abina, bonsoir, bon dimanche autant pour moi et bienvenue. Bonjour et bon dimanche, merci pour l'invitation et puis je salue tout le monde. Évidemment les panélistes et puis le continent africain. Merci à vous. Luc Michel, vous êtes également installé en multiplex. Bon dimanche et bienvenue à Géopolitique Internationale. Bonjour Guy, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour au plateau et à toute l'équipe et bien sûr à nos téléspectateurs. Grâce à votre émission, nous avons fait de la géopolitique un sujet qui concerne tous les Africains.
Merci à vous. Alors, très rapidement, le bilan de l'opération militaire russe en Ukraine. Nous en parlons et je voudrais commencer par vous, Mikhail Gamandiegorov. Alors, pour l'Occident, l'opération s'enlise, les pertes seraient énormes dans les rangs de l'armée russe. Voilà, même s'il y a de nombreuses organisations en Europe qui disent que cela ne peut être vérifié. Mais voilà, la propagande, précisez déjà que la propagande de l'armée ukrainienne, elle parle de 7 000 à 10 000 soldats russes qui seraient tombés lors des opérations. Alors que du côté de Moscou, on a communiqué un bilan, 428 morts, c'était le 4 mars, en attendant bien sûr d'autres bilans qui vont être publiés. Alors, déjà, d'un point de vue je voudrais qu'on commence nettement plutôt par les objectifs véritables même de l'opération avant d'évoquer effectivement les différents bilans tels qu'on les a dans la presse occidentale. Alors, concernant les objectifs de cette opération, pouvez-vous aujourd'hui nous dire que Moscou est parfaitement dans ses objectifs tels que fixés dès le départ? Et alors tout d'abord, en ce qui concerne les pertes, il faut rappeler que le ministère russe de la Défense avait tout récemment c'était il y a 2 jours de cela si je ne me trompe pas, en tout cas c'était tout récent, actualisé les chiffres sur les pertes russes. On parle de 1300 militaires russes qui ont été tués, 1300 et... Je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas c'était autour de 1300 pertes de militaires russes depuis le début de l'opération. Donc, c'était actualisé. Donc, en tout cas, c'est vrai que c'est des pertes, quoi qu'on en dise, qui sont sérieuses. Mais en tout cas, absolument rien à voir avec, effectivement, comme on l'avait bien souligné dans votre présentation, rien à voir avec la propagande du régime kievien et de ses parrains occidentaux qui nous parlent de 7, 8, 9 000, 10 000 militaires russes tués, ce qui est totalement irréaliste. Et ces chiffres correspondent beaucoup, effectivement, toujours d'ailleurs selon le ministère russe de la Défense, ces chiffres-là, qui parle de 10 000 morts, ça correspond justement à l'effectif armé ukrainien. Donc l'armée ukrainienne et les bataillons d'obédience néo-nazis. Mais effectivement, ça fait partie de cette guerre informationnelle et psychologique que l'Occident mène, en soutien à s'en protéger, en l'occurrence le régime kievien, c'est totalement évident. Et effectivement, même toutes ces déclarations sur le fait que la Russie serait prétendument enlisée en Ukraine, cela vise justement, ça aussi, ça fait partie intégrale de cette propagande qui est menée, en essayant de donner du moral encore un peu aux troupes ukrainiennes qui, aujourd'hui, au contraire, sont en train de perdre justement le moral dans les différents théâtres de l'opération, et essayer aussi de rassurer l'opinion publique occidentale. Je précise bien occidentale parce qu'au niveau international, ça ne marche pas très fort, si ce n'est pas dire du tout, mais au niveau occidental, effectivement, cela vise à donner l'image que l'Occident continue de soutenir le régime kievien et que le régime kievien tient bon et ainsi de suite. Maintenant, pour parler concrètement de ce qui se passe sur le terrain, oui, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de dire que la Russie n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui étaient annoncés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la libération du Donbass se poursuit très activement. Plus concrètement, si on parle de la République populaire du Lugansk, aux dernières nouvelles, plus de 93% du territoire historique de la Luganshina, de la région de Lugansk, est libéré de la présence ukrainienne. Entre 55 et 60% dans le cas de la République populaire de Donetsk. Maintenant, en plus, on sait que Mariupol, qui est cette grande ville au bord de la mer d'Azov, est en phase finale de libération. Et on sait que dès que la libération totale sera confirmée, c'est une question de peu de temps, de quelques jours, cette ville refera partie, donc sera réintégrée au sein de la République populaire de Donetsk, sans oublier le fait que c'est effectivement une victoire stratégique parce que cela, déjà, au-delà du fait que dans le cadre de cette opération, on parle d'élimination de milliers de néo-nazis du bataillon Azov, je dis bien de milliers, sachant que le noyau dur de ces terroristes, de ces extrémistes néo-nazis se trouvait précisément à Mariupol. Donc, lorsque l'opération de libération totale sera terminée, je peux d'ores et déjà dire qu'il s'agirait de milliers, c'est déjà le cas, de milliers d'extrémistes néo-nazis d'Azov qui seront éliminés, d'autres seront arrêtés, pour ceux qui seront pris vivants. Et puis, il ne faut pas oublier que stratégiquement parlant, on parle tout simplement de la jonction stratégique entre la Crimée, la région de Kherson, qui, pour rappel, est déjà sous contrôle total des forces armées russes, et le Donbass. Donc, ça, c'est en ce qui concerne cet aspect de la chose. Parallèlement à cela, les opérations se poursuivent sur d'autres axes de l'opération. Zaporozhye, plusieurs localités de Zaporozhye sont sous contrôle de l'armée russe. Il ne faut pas oublier également la région de Kharkov,
Voilà. Et la ville de Kharkiv elle-même, la deuxième plus grande ville du pays, est sur plusieurs axes encerclée, même si l'assaut de la ville en tant que tel n'a pas encore commencé. Et même la région de Kiev, la présence russe y est, elle continue de se renforcer. Et malgré toutes les informations qu'on a reçues récemment et qui étaient largement reprises par les propagandistes du régime kievien et des médias occidentaux, comme quoi il y a eu une contre-offensive qui a largement repoussé, qui aurait prétendument largement repoussé les forces russes. On a bien vu que tout cela, c'est complètement faux. C'est de la communication et de la pure propagande, parce que les forces russes restent bien positionnées à l'ouest et à l'est de Kiev, et au nord aussi, continuent leur avancée vers le sud. Et un autre exemple qui confirme comme quoi la situation est très difficile aujourd'hui pour le régime kievien et ses parrains occidentaux, c'est ne serait-ce que l'information d'hier. Il y a une ville comme Slavut qui se trouve précisément dans la région de Kiev, donc dans la région de la capitale ukrainienne, qui a laissé les forces russes rentrer sans opposer de résistance armée. Il n'y a pas eu de combat, il y a eu des pourparlers entre les autorités locales et les représentants de l'armée russe. Et finalement, l'accord a été que l'armée russe rentre à l'intérieur de cette ville, de la région de Kiev, sans combat, sans violence, sans hostilité. Et je pense que cela confirme encore plus pourquoi cette propagande est en train de monter, pourquoi il y a cette hystérie. Parce que vous pouvez bien imaginer que lorsqu'il y a des localités, des villes qui n'opposent pas de combat, y compris dans la région de Kiev, c'est très révélateur de la situation et de l'énorme difficulté dans laquelle se trouve le régime de Kiev et ses parrains occidentaux. Luc Michel, je vous retrouve très rapidement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'objectif de l'opération militaire russe sur le territoire ukrainien était de prendre le contrôle total du pays? Moi, je ne le pense pas. Vous savez, je participe, moi, aux opérations en Ukraine depuis 2014. En 2014, nous avions un projet qui a été avorté à cause des accords de Minsk. C'était de reconstituer la Novorossia. La Novorossia, c'est les territoires russes annexés en 1917 par l'Ukraine et qui était la partie la partie des terres russes libérées par Catherine la Grande au XVIIe siècle. Aujourd'hui, je pense que l'objectif militaire des Russes, c'est évident quand on voit les opérations, c'est de reconstituer la Novorossia. La Novorossia, c'est une terre qui va de Kharkov à Odessa et d'Odessa à Donetsk. C'est ça qui est en marche. En particulier, il s'agit de conquérir totalement le rivage de la mer Noire et de la mer d'Azov. C'est ce qui est pratiquement réalisé. Il faut ajouter une deuxième chose, puisqu'il faut quand même considérer l'opération militaire. Devant Donetsk et devant Lugansk, il y avait la moitié de l'armée ukrainienne qui est aujourd'hui encerclée devant Mariupol. Le but de l'opération militaire, c'est de démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire d'anéantir son armée qui a été formée par les Américains et les forces de l'OTAN. C'est cette opération qui est en cours. Mais il faut constater quelque chose. On est en Ukraine dans un monde qui rappelle 1984 de George Orwell. Là-bas, il y avait la non-flanc. On disait que la paix, c'était la guerre, que la démocratie, c'était la dictature. Quand on assiste à la propagande de guerre de l'OTAN sur les plateaux de télévision occidentaux, on voit un scénario virtuel où on explique que l'armée russe s'effondre, que l'armée ukrainienne est en train de gagner la guerre alors qu'elle est détruite à plus de 50%. C'est une vaste comédie. D'autre part, la véritable perspective de la guerre n'est pas expliquée. On nous dit que c'est une guerre locale qui concerne la Russie face à l'OTAN, alors qu'en réalité, ce qui est en cours, c'est une opération pour changer l'ordre géopolitique mondial qui est mené par Poutine. C'est le basculement du monde. C'est cela qui est en cours. Évidemment, on n'explique pas ça. Dernière chose, on nous explique qu'il y aurait un camp occidental face à la Russie, alors qu'on est en fait dans un jeu géopolitique à trois. Il y a d'une part les pays européens de l'OTAN, il y a d'autre part la Russie, il y a une troisième partie qui est l'Amérique, qui n'a pas du tout l'agenda géopolitique des pays occidentaux de l'OTAN et qui se sont laissés imprudemment attirer dans la guerre économique contre la Russie. Le but des Américains, c'est de fracturer l'économie russe, mais surtout de fracturer les économies ouest-européennes dans la lignée du Brexit
et surtout de s'emparer du marché du gaz. On dissimule tout ça. Dans un an, le monde européen sera emprisonné dans une catastrophe économique. C'est le but des Américains. On voit même la naïveté des Européens puisqu'ils s'adressent au Qatar et au Venezuela et à l'Iran pour les aider à combattre la Russie. Alors que le Qatar, au sommet de Doha il y a 3 semaines, a rallié le camp russe, que l'Algérie, l'Iran ou le Venezuela sont des alliés de la Russie et qui n'interviendront pas pour aider l'OTAN et les Occidentaux dans sa guerre pour s'emparer du marché du gaz. C'est donc une immense naïveté et une immense comédie médiatique. Rien de cela n'existe, rien de cela n'est concret. Et bien entendu, les pays européens de l'OTAN vont rapidement déchanter. Macron, d'ailleurs, a laissé entendre ce qui allait se passer, puisqu'il a dit que dans un an, on ne savait pas quelles seraient les conséquences économiques de cette guerre imprudente lancée contre la Russie et contre tous les intérêts des pays européens. Le grand géopoliticien européen, le général Jördis van Leusen, qui avait étudié il y a 30 ans la guerre de Yougoslavie et la guerre d'Irak, a dit que les politiciens atlantistes de l'Europe menaient les guerres américaines contre les intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est à cela que nous assistons une fois de plus. Michel et Fabrice Béot, je vous retrouve très rapidement. Alors, comment tenter donc de faire croire à l'opinion internationale que le but de la Russie était d'annexer l'Ukraine ou alors d'occuper l'Ukraine quand on sait, connaît dans l'histoire qu'il a été impossible, par exemple, aux États-Unis d'occuper durablement un pays malgré les moyens militaires et également les moyens économiques dont disposent les Américains. Pourquoi est-ce que les Russes se seraient lancés, selon la presse occidentale, dans une opération d'occupation littérale de l'Ukraine ? Comme il a été rappelé par les précédents panélistes, on vit dans un monde d'une réalité virtuelle. Enfin, vous vivez en Europe occidentale, pour ceux qui nous regardent, dans un monde virtuel où vous avez la junte de Kiev qui déclare des victoires qui n'existent pas, qui déclare que Mariupol ne va pas tomber, alors que c'est une question de jour. Bon, tout à fait ailleurs. La propagande des médias de l'OTAN également répète cette propagande de Kiev sans y mettre ne serait-ce que le moindre conditionnel et invite des tautologues sur les plateaux qui hier étaient spécialistes du coronavirus, qui aujourd'hui sont spécialistes géopolitiques et des manœuvres militaires. Et vous avez donc les imbécilités que nous devons commenter aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est celle-ci qui est diffusée dans les télés et donc dans l'actualité européenne. La Russie n'a jamais eu comme volonté d'occuper tout le territoire ukrainien dans le cadre de son opération spéciale, déjà premièrement. Deuxièmement, d'un point de vue historique, si on prend l'histoire moderne, c'est l'OTAN qui se rapproche au fur et à mesure et qui intègre et qui dévore finalement les pays européens, se rapprochant de la frontière russe, alors que depuis 2007, Vladimir Poutine a dit que c'était évidemment quelque chose d'inadmissible. En 2008, qu'ont-ils fait? Ils ont même mis en place un plan d'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine. Et donc nous avons aujourd'hui ces situations où les États-Unis ont tout fait pour arriver à cette situation, puisque c'est une situation provoquée par les États-Unis, bien évidemment. La Russie a eu le mauvais choix, je dirais, parce qu'elle n'a pas eu tellement le choix d'agir. Comme Poutine disait dans sa jeunesse, j'ai appris dans les rues de Saint-Pétersbourg, lorsque le conflit est inévitable, il faut frapper le premier. C'est ce qu'a fait évidemment la Russie. Et aujourd'hui, nous avons une situation militaire telle qu'elle a été expliquée, l'armée ukrainienne est en défaite. Il faut attendre, parce que ce n'est pas encore fait, que dans le Donbass, le regroupement de l'armée ukrainienne, qui correspond à peu près à 40-50% de l'armée ukrainienne, enfin celle d'avant, soit détruite, puisque c'est le cœur en fait de l'armée ukrainienne. Et quand celle-ci sera annihilée, tout le château de cartes ukrainien va s'effondrer. Maintenant, la volonté de la Russie n'est pas d'occuper tout le territoire ukrainien, puisqu'on sait très bien
qu'aujourd'hui, tout ce qui est à l'ouest de l'Ukraine, qui n'a jamais fait partie de l'Empire russe, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est là où il y a le cœur donc, de la russophobie, où vous avez ces extrémistes donc, pro-occidentaux qui combattent à Mariupol, puisqu'à Mariupol, ce n'est pas des gens de Mariupol ou du Donbass qui combattent, ce sont des gens qui viennent de l'ouest et qui ne se mélangent pas avec la population. Il suffit de voir les déclarations des réfugiés aujourd'hui de Mariupol qui sortent grâce à l'action de l'armée russe et des milices populaires de Donetsk. Et donc nous sommes dans une situation où la Russie, bien évidemment, se concentre sur là où se trouvent les populations russophobes, c'est-à-dire russophones, excusez-moi, donc à l'est, et donc au sud, ce qu'on appelait avant la Novorussia, ce qui existait jusqu'en 1917, la Novorussia, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie, là où vous avez finalement cette population de Novorussie. Vous savez, moi j'habite aussi dans le sud de la Russie, c'est exactement la même population, c'est là le sud de la Russie, tout simplement, il faut le dire, ce sont exactement les mêmes gens. Et donc, l'armée russe, si vous regardez une carte, se concentre sur ces populations. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve d'ailleurs la principale richesse, l'industrie et même une grande partie de l'agriculture. Je rappelle, et je terminerai en partie là-dessus, que les Russes qui perdent tellement de batailles, évidemment, selon les médias de l'OTAN, qu'aujourd'hui, elle fournit le pétrole pour les agriculteurs afin de pouvoir ne pas perdre la récolte de blé qui va commencer cette année, en ce moment. Et donc, vous voyez bien que l'armée russe prépare déjà l'avenir, et cet avenir est bien effectivement dans ces régions. Et au fur et à mesure que le régime de Kiev, que la junte de Kiev persévéra, et je vais terminer là-dessus, persévéra dans son monde imaginaire et donc croira peut-être les... Je dis croire, je ne pense pas qu'à Kiev les gens croient, mais je pense que ce n'est pas eux qui décident et c'est bien l'ambassade américaine qui décide et qu'ils fournissent des armes pour continuer cette guerre, pour qu'il y ait plus de morts, pour créer de la haine sur plusieurs générations, puisque c'est bien leur but de diviser les deux Europes. Et la seule chose qu'ils ont oublié, c'est que dans cette circonstance, plus la guerre va durer, plus la survie de l'Ukraine en tant qu'État tel qu'il était auparavant est en jeu. C'est extrêmement clair. S'il continue à vouloir donc ne pas déposer les armes et ne pas que l'Occident ne reconnaisse pas la nature criminelle de ce régime, on pourrait en parler longtemps, la Novorossia redeviendra évidemment sur la table de l'histoire, je le pense. Personnellement, je le souhaite. Et aujourd'hui, la Russie n'a aucun intérêt à l'ouest de l'Ukraine. Autour de Kiev, la volonté n'est pas de venir de détruire Kiev, ça c'est ce qu'ont fait en partie les nazis. Le Kiev, c'est la première capitale de la première Russie, donc on n'imagine pas que la Russie d'aujourd'hui va détruire Kiev, ça c'est un fantasme. Par contre, c'est un outil évidemment de pression politique. C'est pourquoi il y a un encerclement de Kiev qui se fait progressivement, parce que le but n'est pas de taper les populations, mais le potentiel militaire est d'attraper tous les extrémistes politiques. Et quand on parle d'extrémisme politique, on parle de toute la classe politique du régime, il faut bien le dire, puisque lorsque nous avons, et je terminerai là-dessus, on entend, mais regardez, les extrémistes aux élections, ils font quelques pourcents, ils ne sont pas présents au Parlement. Mais ils n'ont pas besoin d'être présents au Parlement. Ils sont dans l'armée, ils sont dans l'état-major, ils sont dans tous les partis politiques au pouvoir aujourd'hui à la junte de Kiev. Donc, démilitarisation, dénazification, et si Kiev et l'Occident persistent dans sa volonté de faire perdurer et de faire tuer ces civils dans la défense territoriale qui ne sont pas formés, vous pouvez leur donner n'importe quelle arme, s'ils ne sont pas formés, ils vont vers la boucherie. D'ailleurs, même tous les mercenaires étrangers qui reviennent comme des petits toutous dans leur pays le disent. En plus, il n'y a même pas d'armes. Enfin bon, c'est le chaos total du côté ukrainien qui, soi-disant, gagne la guerre. La seule solution, la seule chose qu'ils vont provoquer, c'est la fin de l'Ukraine, tel que cet État qui pouvait encore exister. Et on voit bien aujourd'hui que les Polonais ont cette tentation d'aller occuper l'ouest de l'Ukraine, puisqu'ils considèrent que c'est leur propre territoire. Les Roumains, peut-être un peu plus intelligents, ne le feront pas. Pourtant, les néoconservateurs américains, dans leur politique russophobe, font miroiter aux Polonais, finalement, une grande Pologne, aux Roumains, une grande Roumanie, avec juste un petit problème qu'ils devraient discuter entre Bucarest et Varsovie, c'est qu'ils réclament tous les deux la ville d'Odessa comme territoire, mais la ville d'Odessa ne sera jamais polonaise ni roumaine, elle redeviendra un port russe, un port de la flotte russe. C'est vers ce quoi on se dirige si, évidemment, les Occidentaux persistent. Pourtant, la Russie aujourd'hui est ouverte à la négociation.
la meilleure solution, c'est la neutralisation de l'Ukraine, qui n'appartiennent donc pas à l'OTAN, avec une fédéralisation. Sinon, c'est la partition. Merci à vous. Rapidement, je vous retrouve maintenant, Gamal Abina, je vous retrouve. Alors, on se souvient, après le lancement de cette opération, que Moscou avait appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir, c'est-à-dire à renverser les politiques qui sont là aujourd'hui autour du président Zelensky, et y compris le président Zelensky lui-même, et qui sont à l'origine même de ce conflit tel qu'on le voit aujourd'hui, avec notamment un rapprochement, mais alors extrêmement rapide de l'Occident, avec les conséquences qu'on connaît dans la région du Donbass. Alors, est-ce que on peut appeler les militaires à renverser le pouvoir et à renverser les institutions, à renverser le pouvoir, autant pour moi, à prendre le contrôle du pays, alors qu'on a comme objectif plutôt de prendre le pays en lui-même? N'est-ce pas paradoxal? Non, il n'y a pas de paradoxe, mais la réalité de cet appel à l'insurrection des militaires contre les directions politiques, c'est qu'ils ont espéré, les Russes, Poutine a espéré qu'effectivement des gens de l'armée ukrainienne soient suffisamment éclairés et intelligents pour comprendre que de toute façon, d'abord le pays est divisé en deux, il y a les pro-russes et les anti-russes, et puis surtout qu'à l'époque, il y a eu un coup d'État en 2014 contre Viktor Yanukovych en faveur des pro-occidentaux. Alors, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas abouti pour une seule raison, c'est que l'armée a été purgée. Bon, c'est une tradition dans la région en général. Elle a été purgée des gens qui étaient plutôt favorables aux Russes. Ils ont mis des cadres militaires qui étaient plutôt favorables à l'Occident. Donc ça a été fait sur un travail qui a duré quand même 8 années, au cours desquels, effectivement, on se rend compte que dans l'armée ukrainienne, il y a des éléments extrêmement douteux dont on ne parle pas beaucoup. Effectivement, enfin, on vient d'en parler aujourd'hui, ces fameux bataillons Azov, mais pas seulement. Il y en a d'autres qui sont de vrais néo-nazis, qui ont les runes nazies, très connues, je veux dire, qui étaient les runes SS, même dont Himmler considérait que ces gens n'étaient pas à la hauteur, mais ils ont quand même considéré qu'ils étaient blonds aux yeux bleus. C'est ce qu'on entend en Europe aujourd'hui, ce qui est assez ridicule d'ailleurs, quand on sait qu'il y a des Kazakhs en Ukraine, des Russes, bref, c'est un pays très grand avec beaucoup d'ethnies différentes, mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, la propagande, vous venez d'en parler, le ridicule des chiffres annoncés. 10 000 morts côté russe, c'est déjà tellement ridicule qu'on peut faire une analogie assez rapide. Il n'y a pas de bombardement massif, c'est pareil d'un massacre de masse comme on a pu le voir en Irak, par exemple. Et pour autant, les Américains, pendant 10 ans, qui ont massacré les Irakiens, alors que c'est des grands combattants, les Irakiens, les combattants arabes sont réputés comme étant de vrais combattants courageux, n'ont essuyé que 30 000 pertes. 30 000 soldats tués sur 10 années. Et là, on nous annonce qu'en un mois, il y aurait une sorte d'hémorragie monumentale de 10 000 soldats russes qui seraient tués dans des conditions qu'on ne comprend pas. On sait que la Russie a immédiatement confisqué l'espace aérien ukrainien, le ciel ukrainien appartient aux Russes puisque l'aviation ukrainienne a été terrassée au sol. C'est pourquoi on a parlé de Blitzkrieg d'ailleurs, parce qu'ils ont frappé les avions au sol, ils n'ont même pas pu se défendre. Ensuite, on sait aussi surtout qu'il y a une partie de la population ukrainienne qui est favorable évidemment aux Russes, particulièrement à l'Est, le Donbass qui a été victime pendant 8 ans des néo-nazis. Et il faut rappeler une chose, on entend beaucoup de choses, mais on ne parle pas dans la propagande occidentale de ce qui devrait fâcher. Imaginez-vous en France que 3 néo-nazis soient, même pas aux commandes, juste de simples troufions dans l'armée française. Ça ferait un tollé général, tout le monde ne parlerait que de cela, ils seraient immédiatement démis en fonction et évidemment poursuivis. Et là, en Ukraine, on estime qu'il y a entre 1500 et 3000 néo-nazis actifs avec tous les symboles néo-nazis, je veux dire, la croix, le svastika, les runes, comme je le disais, les camps d'entraînement. Ça, on n'en a pas parlé, d'enfants ukrainiens qui ont sur eux. Alors, c'est des images incroyables quand on les voit. Quand on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, et je m'y intéresse beaucoup, ils ont sur eux un t-shirt avec une sorte de défilé de je ne sais pas quoi d'enfants. Ça fait un peu jeunesse hitlérienne, mais sous cette image-là, il y a ce fameux soleil noir qui était inscrit dans le château de Babelsberg, qui était le château des SS, que Himmler avait consacré comme une sorte de grand temple des SS. Donc, il récupère exactement le nazisme dans ce qu'il a de plus violent, donc la SS, qui est comme pas n'importe quoi, ça laisse des traces très très violentes par rapport à l'Europe. Il récupère tous ces symboles et tranquillement s'approprie ça pour former leur jeunesse dans les camps d'entraînement. Ça, évidemment, on n'en parle pas en Occident parce que ça dérange, parce que c'est ces mêmes SS qui ont quand même massacré à Oradour-sur-Glane, c'est ces mêmes SS qui ont massacré à l'Est, particulièrement 26 millions de Russes, c'est les mêmes SS, évidemment, qui étaient à la manœuvre quand il massacrait en Yougoslavie avec les Oustachis. Donc tout ça, on n'en parle pas, on ne peut plus en parler. Par contre, on transforme les choses en disant que c'est les Russes qui deviennent des nazis ou des néo-nazis, que ce seraient des massacreurs de masse, et surtout que les Russes seraient de mangeurs d'enfants. C'est un peu la propagande qu'on avait dans la Première Guerre mondiale. Donc ça pour dire qu'on fait beaucoup d'analogies ridicules. D'ailleurs, même Zelensky s'est ridiculisé en faisant, à chaque fois qu'il parle à quelqu'un, il parle de Verdun pour les Français, il vous parle en Allemagne de ce qu'ils appellent la Shoah, que j'appelle donc l'Holocauste, le vrai terme, mais pas la Shoah, c'est un terme de propagande israélienne. Il vous parle de beaucoup de termes comme ça pour donner le sentiment
effectivement que finalement l'Ukraine subit une sorte de massacre illimité de la part évidemment de ces méchants Russes, mais il ne parle pas des SS qui évoluent là-bas. Donc moi je trouve ça extraordinaire qu'on parle toujours d'une invasion effectivement russe qui était réelle, hein, il n'y a pas à discuter là-dessus, que les accords de Minsk non respectés ne sont que très peu évoqués ou pas du tout, que les Ukrainiens qui ont provoqué pendant 8 ans et qui voulaient rentrer dans l'OTAN, alors si on voulait éviter cette guerre, il aurait juste suffi de dire on arrête l'OTAN, pas d'OTAN et on respecte les accords, ça n'a pas été fait. Non, on préfère pousser à la guerre et le dindon de la farce, et c'est là où je félicite d'ailleurs pour le coup. Moi, Poutine, c'est pas un ami, je ne vous cache pas que je n'ai pas de sympathie particulière pour le personnage, mais c'est un nationaliste russe qui aime son pays. Là, au moins, je respecte ça. Et donc, Poutine, quand il va faire sa guerre par à Grozny, quand il va faire une guerre massive à Grozny, là, ce n'est pas les mêmes méthodes qui sont utilisées. Je sais pourquoi il l'a fait, c'est parce qu'il veut garder sa fédération, mais je ne peux pas être très favorable à 30% de morts. Par contre, quand là, il répond à l'agression, parce que c'est lui qui est agressé cette fois-ci en Ukraine, et qu'on nous vend que soi-disant ce serait le méchant loup, là, je ne comprends plus. Je veux dire, en l'occurrence, il a motivé dès le départ, il a dit arrêtez, ne poussez pas le bouchon. Depuis 2017, c'est bien le rappeler, ça fait pratiquement 20 ans maintenant qu'il dit arrêtez de pousser à l'Est pour m'agresser, et on ne l'écoute pas. Eh bien aujourd'hui, effectivement, vous dites, bon, il a espéré qu'il y ait un coup d'État ou un coup de force de l'armée, et ça n'a pas été le cas, mais pour tout dire, Poutine ne fait que se défendre, et c'est triste à dire, c'est la vérité, il ne fait que se défendre d'une agression qui est depuis très longtemps annoncée. Maintenant, la question qu'on doit poser, c'est à qui profite le crime. Les États-Unis ont 700 milliards de budget militaire. Ils ont besoin de dépenser beaucoup d'argent pour justifier de ces dépenses, créer un nouvel ennemi à nouveau. Ils espéraient que ce soit l'islam, ça n'a pas marché puisque la plupart des pays musulmans se sont effondrés. Il ne reste donc aux États-Unis que la Grande Russie qu'ils ont toujours détestée. Ce n'est pas qu'on provoque les Russes, ça fait quand même depuis le début du siècle dernier, même avant encore, que les Russes étaient considérés comme un ennemi. Ça reste les Européens orientaux. Et donc cette Grande Russie qui revient arrange l'Amérique. Il y a une guerre économique qui est mise en place, une guerre politique, une guerre évidemment pour le marché de l'armement en Europe, mais surtout une guerre énergétique. C'est-à-dire que si le baril de pétrole et de gaz augmente, ça profite à l'Amérique. Ça, les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire que le gaz américain coûte très cher à l'extraction puisque c'est du gaz qui est extrait dans les conditions difficiles, puisqu'on appelle ça du gaz de schiste, donc c'est un coût très élevé d'extraction. Aujourd'hui, le gaz de schiste est très rentable. Et en plus, ils peuvent inonder le marché européen. Il faut rappeler que l'Europe importe plus de 170 milliards de gaz russe et qu'il voudrait stopper cette importation pour le mettre à la place le gaz américain. Donc tout un tas de manœuvres comme ça qui sont grossières, il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs sur la question économique, mais aujourd'hui effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime. La réponse malheureuse, qu'on le voit toujours, c'est aux États-Unis. C'est les seuls qui sont toujours gagnants dans ce genre de guerre. Comme la Première Guerre mondiale, comme la Seconde Guerre mondiale, le grand gagnant reste toujours les États-Unis. Mais aujourd'hui, les Russes sont su répondre intelligemment et j'ai envie de rendre hommage à l'intelligence de Poutine. Il faut lui reconnaître cette intelligence. Il y a 4 jours, il a lancé une bombe dans la mare, un pavé considérable qui aura des conséquences très lourdes sur la durée. Il a dit, puisque vous ne voulez pas me payer en dollars et en euros, vous allez me payer en roubles. On traduit, il a créé le pétro-rouble et surtout, il a dit aux Européens, vous me payez en euros, en roubles, vous devez donc m'acheter du rouble. Et il a fait du rouble une monnaie de singe, une monnaie qui va devenir une monnaie de référence, qui va devenir une devise. Donc c'est un coup de maître avec un pétrole très haut, un gaz très haut et une monnaie qui commence à avoir de la valeur. Merci à vous, messieurs. Alors, on va avoir quelques échos de terrain dans cet élément que je vous propose. Et juste derrière, on se retrouve pour comprendre une communication finalement qui se montre aussi contradictoire. Parce que d'un côté, il y a eu la tentative de montrer l'Ukraine comme étant la victime qui serait à la solde de l'armée russe. Et de l'autre côté, il y a encore une affirmation de l'Ukraine comme cette armée-là qui résisterait à la toute-puissance militaire de la Russie. Un autre paradoxe que nous allons évoquer juste derrière cet élément.
Voilà, retour sur ce plateau et je commence encore par vous, Mikhail Gamadiegorov. Alors finalement, est-ce qu'on ne va pas parler de communication contradictoire? D'un côté d'abord, ça a commencé par une victimisation de l'armée ukrainienne comme subissant voilà, la toute-puissance militaire de la Russie et comme étant en train d'être littéralement écrasée par l'armée russe. Qui a été accusé au passage d'exaction. Et maintenant, on voit un changement voilà, de la donne communicationnelle avec d'autres éléments de langage qui rentrent en jeu, à savoir qu'aujourd'hui, cette armée ukrainienne qu'on avait présentée comme victime serait finalement devenue le bourreau de plus de 10 000 soldats russes. La parole est à Mikhail Gamadiegorov. Alors, n'est-ce pas ici un paradoxe, encore une fois de plus, au cœur de ce conflit? J'aimerais juste interagir par rapport à ce qu'avait dit notre ami Gamal, dont je partage beaucoup de positions aujourd'hui comme d'habitude. Je sais qu'il a une vision très juste de beaucoup de choses. Mais concernant Grozny et concernant ce qui s'était passé en Tchétchénie, je pense que ceux qui aujourd'hui essaient de reprendre cette rhétorique en disant que voilà, la Russie en son temps avait massacré la Tchétchénie, c'est de la propagande occidentale aussi. Il faut bien quand même faire la part des choses. Parce que ce qui s'était passé dans les campagnes tchétchènes à l'époque, notamment dans la première guerre de Tchétchénie et la deuxième, ce n'était pas une guerre entre la Russie contre le peuple tchétchène, c'était une guerre entre la Russie, les forces fédérales russes, contre les Wahhabites, qui pour beaucoup n'étaient d'ailleurs pas tchétchènes, mais qui venaient en provenance de beaucoup de pays du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite et tout ça. Alors, il est vrai que durant la première campagne, il faut bien le rappeler, à l'époque, la Russie était dirigée d'une façon complètement marasmatique, c'est une réalité. Et c'est vrai que certains représentants tchétchènes avaient été tentés par des désirs d'indépendance. Il faut rappeler que même Ramzan Kadyrov, l'actuel président tchétchène, son père et lui-même, durant la première guerre, avaient au départ combattu les forces russes. Mais dès qu'ils ont vu justement que ce qui était en train de devenir avec la Tchétchénie, avec leurs terres, c'est-à-dire cette wahhabisation de leurs terres et qui n'a rien à voir avec l'islam traditionnel pratiqué en Tchétchénie et dans d'autres endroits de cette région, du Caucase russe, alors là, ils ont pris les armes, ils ont commencé à combattre les Wahhabites, et c'est comme ça d'ailleurs que la Tchétchénie est revenue au sein de la Fédération de Russie, et aujourd'hui, on le voit parfaitement dans la campagne militaire que la Russie mène en Ukraine, les forces spéciales tchétchènes font un travail formidable, ils jouent un rôle clé sur beaucoup d'axes, notamment à Mariupol. Ils participent au combat urbain, ils participent au nettoyage contre les forces bandéristes néo-nazis en tant que représentants tchétchènes, en tant que citoyens russes, en tant que patriotes russes, en tant que musulmans, et il n'y a aucune contradiction par rapport à ça. Et d'ailleurs, même Ramzan Kadyrov, il y a quelques jours, lui a dit qu'il reçoit énormément de messages de la part de gens qui suivent le sujet des pays arabes, qui envoient des messages au président tchétchène en lui disant « On a enfin compris ce que représente le véritable djihad ». Et que ce véritable djihad, il y a quand même une notion très importante dans la région musulmane, à savoir, et que ceux qui mènent le djihad, ce ne sont pas ces terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda qui ont perverti la compréhension et la notion de l'islam, mais c'est effectivement ces combattants tchétchènes qui combattent pour la dignité de leur pays, de leur religion, face à une vermine néo-nazie. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour rappeler un petit peu l'historique de la chose. Maintenant, pour revenir concrètement à votre question, oui, tout à fait. C'est-à-dire, bon, déjà, toute l'hypocrisie de l'establishment occidental a atteint vraiment, je ne sais pas si on peut même parler d'hypocrisie parce que c'est un summum qui est inégalable. Il est inégalable. Parce que, aujourd'hui, quand ils prétendent du fait que l'Ukraine était la victime, l'armée ukrainienne est la victime, elle se fait massivement bombarder, où étaient ces mêmes personnages lorsque depuis 8 ans, la population du Donbass se faisait martyriser? Où étaient-ils? Est-ce qu'il n'y a eu ne serait-ce qu'un représentant? Alors, je ne mets pas tous les Européens dans le sac, ça c'est faux. Il y a un certain nombre d'Européens, y compris ceux qui ne connaissaient pas forcément l'historique du Donbass, mais qui vivent en Europe. Je sais qu'ils ont suivi ce qui s'est passé dans le Donbass et qu'ils ont essayé de relayer ça. Je les remercie d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens les remercient. Mais la réalité, c'est que qui, au sein de l'establishment politico-médiatique occidental, n'a ne serait-ce qu'une fois au cours de ces 8 dernières années, depuis 2014, abordé le fait que le régime de Kiev, avec des armes occidentales et avec la participation d'instructeurs occidentaux, massacre la population du Donbass. La population civile, des femmes, des enfants, des personnes âgées, c'était un véritable génocide qui se pratiquait. Alors oui, il y a eu les accords de Minsk qui ont permis un petit peu de faire baisser l'intensité des combats, mais ceci étant dit, les bombardements se poursuivaient régulièrement. Moi, j'avais fait un article en juin 2021, c'était quand même
avant même que toute cette hystérie commence du côté de l'establishment occidental sur le fait que la Russie est en train d'amasser ses troupes à la frontière avec l'Ukraine, où on parlait déjà, je parlais de ce sujet en disant que voilà, la population du Donbass subit de nouveau des bombardements massifs. Qu'est-ce que prépare le régime de Kiev et qu'il ne faut pas jouer avec le feu parce que ça pourra amener à des conséquences négatives pour la suite vis-à-vis de ce régime. Et que non seulement il va perdre définitivement le Donbass, bon, ce qui était déjà le cas de toute façon depuis 2014, mais qu'il allait perdre d'autres territoires. Personne n'a évidemment écouté cela au sein de l'establishment occidental. Et à un moment, la Russie a pris ses responsabilités face au refus du régime de Kiev et de ses parrains occidentaux de faire respecter les accords de Minsk, qui était la condition pour ne pas qu'on en arrive là. La Russie a pris ses responsabilités. Alors déjà, cette victimisation de l'armée ukrainienne, elle ne tient pas debout, parce que s'il y a bien un bourreau, c'est bien le régime de Kiev et ses parrains occidentaux qui, depuis 8 ans, massacraient la population du Donbass, les uns militairement, les autres en faisant en sorte de boucler et de ne pas faire en sorte que cette information soit diffusée à un large public occidental. Voilà les bourreaux. Et aujourd'hui, évidemment, quand ils ont vu que finalement cette armée du régime de Kiev est en train de subir revers après revers, alors ils ont effectivement, comme vous l'avez bien souligné, décidé de changer de tactique. Et cela a été bien rappelé aujourd'hui, ça fait intégralement partie de cette propagande et de la guerre psychologique informationnelle qui est en train d'être menée, et qui n'a pas commencé d'ailleurs tout récemment, ça date depuis beaucoup, sauf que là, elle a atteint effectivement une intensité hors norme. Effectivement, là maintenant, pour justement remonter le moral du régime de Kiev et tenter de faire croire à l'opinion publique occidentale que tout reste sous contrôle, là, ils essayent de prétendre qu'effectivement, l'armée ukrainienne n'est pas en difficulté, qu'elle mène des contre-offensives à succès. Vous savez, à un moment, ils avaient même annoncé que les troupes russes ont été chassées jusqu'à la frontière. Vous savez, ça date d'il y a à peu près 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ils avaient annoncé que les contre-offensives ukrainiennes ont chassé les forces armées russes, non seulement des axes où ils se trouvaient, mais ils sont revenus aux positions initiales et qui sont repartis du côté de la frontière russe. Et après, quelques jours plus tard, tout le monde a vu que c'est des bêtises totales, c'est totalement faux. Même dans la région de Kiev, autour de la capitale, voilà, on en a parlé tout à l'heure, les forces russes sont bien présentes et malgré toutes les petites piqûres de mouches, excusez-moi du terme, parce que c'est de cela qu'il s'agit, qu'ils essaient de réaliser, ça n'apporte aucun résultat stratégique sur le terrain. Donc, écoutez, rien de nouveau à l'horizon, mais encore une fois, s'il y a bien des bourreaux dans toute cette situation, c'est le régime de Kiev et ses parrains occidentaux qui vont devoir répondre à un moment ou à un autre pour les crimes qui ont été commis à l'encontre du Donbass, mais aussi à l'encontre d'autres populations. Parce qu'on a parlé effectivement, ne serait-ce qu'au niveau d'Afrique Média plusieurs fois de ce qu'a subi le Donbass, mais il ne faut pas oublier que le martyre a été vécu à d'autres régions. Ce qui s'est passé à Odessa, c'est un crime contre l'humanité. Ce qui s'est passé à Odessa il y a quelques années, d'ailleurs, c'est une région d'où sont originaires beaucoup de mes ancêtres, sachant que j'ai du sang mixte, vous savez, j'ai du sang russe, grec, moldave, ukrainien, polonais, et beaucoup de mes ancêtres, une partie de mes ancêtres en tout cas, vient de la région d'Odessa. Je ne pardonnerai jamais, et je sais que tous les habitants d'Odessa ne pardonneront jamais de ce qui s'est passé lorsque des personnes ont été brûlées vives sans que personne n'ait été inquiété du côté des auteurs de cet acte. Et personne ne s'en est ému en Occident, comme personne ne s'en est ému en Occident pour le martyre qu'a vécu la population civile du Donbass. Je précise bien, je parle de l'establishment occidental, je ne parle pas des peuples européens, parce que je sais que beaucoup de citoyens européens connaissent cette réalité, ou du moins commencent à s'intéresser à cette réalité. Il ne faut pas les marginaliser, mais l'establishment occidental répondra, je vous le garantis, pour tous ces crimes qui ont été commis, et qui, aussi bien contre le Donbass, contre d'autres régions de la Novorossie, mais aussi à d'autres endroits du monde. Aujourd'hui, le bâton, aujourd'hui, le retour de flamme est effectivement sur place et l'establishment occidental en paiera les frais. Avec le fait que le monde multipolaire est définitivement une réalité, il y a un grand point qui est mis à cette question. Il est déjà une réalité depuis plusieurs années, sauf que désormais, on y met un grand point. Il n'y aura aucun retour à l'ordre unipolaire tel qu'il est souhaité par les nostalgiques de l'unipolaire. Bon. Merci à vous, Mickaël. Alors, Luc Michel, je vous retrouve. Alors, cette communication à double vitesse, finalement, concernant voilà, l'engagement, les actions des forces ukrainiennes dans cette confrontation contre Moscou. Alors, d'un côté, on nous a dit qu'ils étaient victimes des pires bombardements et des pires massacres de l'armée russe. Et puis après, on nous fait comprendre qu'ils sont extrêmement forts et qu'ils avancent, qu'ils se comportent bien, qu'ils résistent au mieux et que parfois même, ils gagnent des positions préalablement occupées par la Russie. Alors, est-ce que la conséquence de ceci ne pourrait pas être finalement
voilà, la transformation même de Moscou plutôt comme étant la victime dans ce conflit et que on se retrouve plutôt avec le contraire de ce qui était recherché, à savoir une diabolisation systématique de la Russie? Écoutez, c'est une propagande de guerre de l'OTAN qui est une propagande imbécile, il n'y a pas d'autre terme, et qui a un problème, c'est que les propagandistes croient à leur propre propagande. Les soi-disant experts des plateaux de télévision, les anciens généraux, etc., ils sont persuadés de leurs mensonges. Cette propagande est basée sur deux axes. Tout d'abord, c'est les destructions infligées à l'armée ukrainienne qui sont réelles, puisqu'il y a même eu l'utilisation de missiles hypersoniques, etc. Il y a encore eu hier un grand dépôt d'essence qui a été détruit à Lviv. C'était le beau baiser de Russie, une carte postale envoyée par Poutine à Joe Biden. Et il y a la semaine précédente, le centre principal de formation des mercenaires de l'OTAN qui était frappé par des missiles hypersoniques. Ces gens sont en fuite. Il y a des gens qui étaient venus combattre des néo-nazis de France qui sont rentrés à toute vitesse et qui ont dit, mon Dieu, nous avons vu le feu du ciel déclenché contre nous. Donc ça, c'est le premier volet de la propagande. Le deuxième volet, c'est de faire croire que l'armée ukrainienne, avec ses milices, parce qu'elle n'a plus que ça, avec ses levées en masse, est en train de l'emporter sur la deuxième armée professionnelle au monde, qui est l'armée russe. C'est évidemment une sinistre face. Et il faut se rappeler ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Dans les 6 derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, les combats se déroulaient avec l'armée américaine et l'armée russe sur le sol allemand. L'armée allemande avait levé des milices populaires, on appelait ça le Volkssturm. C'était des vieillards et des adolescents et les envoyait au combat. Il y a eu plus de morts civils et militaires pendant les 6 derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale que pendant les 4 années précédentes. Ce massacre, c'est la même chose que Zelensky et le régime de Kiev pour sa population. Et c'est le but de Biden et des Américains. Ce sont des criminels. Et Zelensky lui-même, c'est le domestique des criminels. Ils vont envoyer leur population à la destruction. Et le résultat, il a été annoncé par Poutine. Ça va être la perte par l'Ukraine de son statut d'État. C'est tout ce qui va arriver. Comme Fabrice vous l'a dit d'ailleurs, l'Ukraine, c'est un État artificiel qui a été construit à partir de 1917. Il a des provinces qui étaient polonaises jusqu'en 1939, qui étaient roumaines jusqu'en 1944, qui étaient hongroises jusqu'en 1944. Tous ces gens, évidemment, sont agités dans le nostalgie de la Grande Roumanie, de la Grande Pologne ou de la Grande Hongrie. Ils seraient très heureux de dépecer ce qui reste maintenant de l'Ukraine. Le but de la Russie, c'est de reprendre le contrôle sur la Novorossia, donc les territoires qui sont historiquement et ethniquement russes. Ce qui va rester de l'Ukraine n'aura pas un sort enviable. Une population massacrée, la ruine économique et la ruine en tant qu'État. C'est à ce que conduit à Zelensky. Zelensky, c'est le chien courant de Joe Biden, comme Macron, c'est le caniche de Joe Biden. Le but de tous ces gens, leur but avoué, ils l'ont encore dit hier, Joe Biden, dans son discours en Pologne, c'est la destruction de la Russie en tant qu'État, c'est le changement de régime à Moscou. Tous ceux qui vont arriver, qui se souviennent du proverbe, qui sème le vent récolte la tempête russe va se déchaîner sur l'Ukraine. Merci à vous, Luc. Fabrice Béon, je vous retrouve très rapidement avec cette courte interrogation. Alors, comment peut-on passer de victimisation, comment peut-on passer de la victime au bourreau quand on parle de cette confrontation entre l'Ukraine et la Russie?
vous avez suivi tout à l'heure, d'un côté, au début, on montrait effectivement l'armée ukrainienne comme étant en train d'être littéralement massacrée par les Russes. Et puis maintenant, on nous fait comprendre que cette armée ukrainienne même a tué 14 000 Russes. C'est ce que dit un communiqué officiel de l'armée ukrainienne, que 14 000 soldats russes ont donc été tués par ces forces ukrainiennes. Comment est-ce possible ? Vous savez, l'impérialisme américain joue son rôle criminel qu'il a toujours eu dans l'histoire, puisque les guerres lui ont toujours profité. Et ils en parlent ouvertement, d'ailleurs, dans les écoles de formation des officiers de l'armée américaine. De nombreuses vidéos, donc avec même Pompeo qui rigolait de cela. Voilà. Mais le problème de l'Europe, c'est que les sanctions, par exemple, qu'ils ont mis contre la Russie, sont des sanctions, c'est comme, vous savez, comme un mécanisme avec des cliquets. La marche arrière est presque impossible, puisqu'il faut l'unanimité. Et vous aurez toujours, évidemment, un pays russophobe qui ne voudra pas revenir en arrière. Et donc, ils sont bloqués. Étant bloqués dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'ils ont même beaucoup d'hommes politiques européens, n'ont pas le niveau, ne comprennent pas dans quoi ils s'engagent. Aujourd'hui, ils créent un monde virtuel qui justifie leur position ou qui les rassure, mais ça ne fait que reculer le retour de la réalité du boomerang. Lorsque ils ont fait donc les sanctions et que Vladimir Poutine a indiqué, écoutez, la semaine prochaine, vous allez payer, on va commencer. Comprenez bien qu'il a parlé du gaz, mais le reste va suivre. Parce que le nickel, l'aluminium, beaucoup de choses dont les pays occidentaux ont besoin sont également majoritairement produits en Russie. Et donc, vous payez en roubles. Et ces gens-là ont dit, vous avez vu, plein de petits pays, non, nous n'allons pas faire. Et les Allemands ont même dit, c'est une rupture de contrat, on n'a pas signé ça. Mais ils se sont assis sur la présomption d'innocence des Russes, ils sont assis sur la propriété privée des Russes, ils se sont assis sur les accords qu'ils ont faits. Ces gens-là parlent de droit alors qu'ils les écrasent. Et la liberté d'expression, elle existe aujourd'hui en France ou même en Ukraine où il y a eu l'interdiction de 11 partis politiques. Donc, on voit bien qu'ils vivent dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel, aujourd'hui, il y a un retour de bâton et ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas comment agir puisque pour l'histoire du rouble, ils vont devoir payer. Vous avez vu le chancelier allemand qui était pour sa population, non, nous n'allons pas payer. Et puis tout de suite après, oui, mais alors, ça dépend des entreprises allemandes. Et finalement, c'est aux entreprises allemandes de décider. Ça veut dire, écoutez-moi, devant, je fais mon fanfaron. Et puis en dessous, il y a la réalité. Je n'ai pas le choix parce que sinon, mon économie ferme. Et donc, c'est la crise dans l'Union européenne. Donc, ils sont dans une fuite en avant. Ils s'inventent un narratif et ils y croient. Et c'est le résultat d'une incompétence, d'une soumission à l'impérialisme américain, de la French American Foundation, d'une 5e colonne américaine, ce que j'appelle le parti américain. Mais ça ne change pas les faits. Les faits sont qu'aujourd'hui, nous sommes, les États-Unis en fait, nous sommes, comme je l'indiquais ou j'ai précédemment dans différentes émissions d'Afrique Média, les interventions médiatiques, nous sommes dans une tectonique des plaques géopolitiques. Nous sommes dans effectivement le monde unipolaire américain, il est terminé. Et les Occidentaux pensent toujours avec un logiciel, on va dire, du siècle dernier. Comme en Afrique, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas les modifications politiques. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas non plus qu'on leur résiste. Mais ils n'ont pas compris que les Russes, depuis 2014, en fait, s'y préparent. Et que si, évidemment, économiquement, la Russie va souffrir, mais l'Union européenne, elle n'est absolument pas préparée. Nous sommes en réalité dans une guerre monétaire. Et je terminerai là-dessus. Nous sommes en réalité dans une guerre monétaire, puisque les États-Unis fonctionnent seulement grâce à leur monnaie, qui est financée par le reste du monde. Si le dollar s'effondre, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, croyez pas, ça va être très très lent, mais c'est engagé aujourd'hui. Quand le dollar va s'effondrer, les États-Unis vont s'effondrer et ils le savent très bien, ce pourquoi ils font des sanctions très dures contre les États-Unis. Mais ce qu'a fait l'Europe en gelant les avoirs de la banque centrale russe, c'est-à-dire les euros, ont détruit également l'euro. Donc aujourd'hui, ils savent, certains commencent à voir qu'ils vont vers une catastrophe monétaire, économique, sociale, énergétique, mais ils ne savent pas comment l'arrêter, parce que, un, ils sont affiliés ou soumis aux États-Unis, et deux, ils sont tellement orgueilleux qu'ils sont incapables de dire qu'on a fait une erreur de faire marche arrière. Mais c'est ces orgueilleux qu'en 1940, les généraux français disaient « nous allons gagner parce que nous sommes les plus forts ». 6 semaines. 6 semaines. Donc, ils peuvent inventer toutes ces histoires. Ça va fonctionner quelque temps aujourd'hui, puisque ça fonctionne malheureusement dans le public occidental.
Et c'est pourquoi ils ont coupé aussi RT, Sputnik, et ainsi de suite, et tous les autres, pour éviter qu'il y ait un autre narratif. Mais une fois que l'opération spéciale va se terminer et que la solution politique sera imposée, puisque aujourd'hui on voit bien que c'est la Russie qui va décider véritablement de l'avenir de l'Ukraine, que vont-ils dire à ce moment-là aux Européens lorsqu'ils auront des problèmes économiques et sociaux? Et moi, je le vois bien, j'ai créé un groupe sur Telegram qui s'appelle Russosphère. On a de plus en plus d'Européens et d'Africains qui sont de plus en plus clairvoyants sur cette situation. Et croyez bien qu'aujourd'hui, ce n'est que le début d'un changement de paradigme. Et nous avons bien le bloc occidental contre un bloc eurasien avec des alliances géopolitiques alternatives avec l'Afrique qui est en train de se construire. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, il est une évidence que le monde d'après, nous y sommes. Et ce ne sera pas un monde occidental. Merci. Et on va terminer sur cet axe avec vous, Gamal Abina. Alors, quand on regarde aujourd'hui la situation, on voit que les Ukrainiens passent de victimes à bourreaux, finalement, bourreaux des soldats russes, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans un communiqué qui a été rendu par le gouvernement ukrainien. Bon, il faut être très clair là, parce que la propagande, on a entendu les gamelins de service à la télévision française ridicules nous expliquer que les Russes avaient des problèmes d'approvisionnement, que les Russes ne pouvaient pas assurer la logistique militaire, qu'ils ne mangeaient pas littéralement. Enfin, on est dans du grand n'importe quoi. Ils confondent l'armée russe et la Wehrmacht et la SS. Ça n'a rien à voir. On est sur un territoire qui est frontalier de la Russie. Je rappelle tout de même, à titre d'exemple, que je n'ai pas vu un seul territoire frontalier de la Russie qui a été perdu par les Russes. Ça n'existe pas parce que c'est simple à approvisionner. La Russie tient le ciel, l'espace aérien ukrainien, donc elle peut approvisionner très facilement son armée. La Russie tient les routes principales, les axes principaux. La Russie a des alliés en Ukraine. Ce n'est pas un pays qui envahit un territoire duquel il n'y a pas d'amis. Ils ont beaucoup d'amis, et particulièrement à l'Est. La Russie est la première puissance militaire mondiale. On a tendance à oublier que ce n'est pas parce que le budget américain est surdimensionné, avec un budget militaire russe qui est 6 fois inférieur, que les capacités militaires russes sont inférieures. Ce n'est pas vrai. Les Russes ont développé des armes, ces fameux missiles avant-garde hypersoniques qui vont très très vite et qui peuvent toucher en moins d'1 heure les États-Unis. Ils peuvent toucher de façon très précise n'importe quelle cible militaire en territoire ukrainien, et ils en ont fait la démonstration. La Russie tient toutes les cartes entre les mains. Elle tient la carte militaire, elle a la force militaire pour elle, elle a des alliés sur place qui l'ont ralliée immédiatement au moment où elle a engagé cette opération militaire massive. Elle a surtout les cartes énergétiques, puisqu'elle dispose de 30% des énergies européennes en approvisionnement. Elle a la carte financière, puisque les Russes ne sont pas endettés. Ils ont une réserve de change de 600 milliards de dollars. Elle a la carte, évidemment, céréalière. La Russie est le principal fournisseur de blé au monde avec l'Ukraine, et l'Ukraine sera toujours satisfaite en matière de production. Ça a été évoqué tout ça par Michael. La Russie a la capacité non seulement de convaincre ses alliés qui n'ont pas bougé jusqu'au Maroc. Je rappelle que le Maroc a refusé de se prononcer pour une condamnation. C'est vous dire un peu le changement géopolitique majeur, alors que le Maroc, c'est quand même l'allié des États-Unis traditionnel. La Russie a des capacités considérables en termes de soft power, même si, et là je réitère mon soutien inconditionnel à la chaîne RT France avec Xena Federova qui se bat pour que la chaîne soit réhabilitée parce qu'elle a été censurée, il faut utiliser le terme exact, censure politique de la part de l'Union européenne et de la part en plus, quelle ironie du sort, d'une Allemande, hein, d'une aristo-allemande, c'est quand même très grave, bref, en termes idéologiques, on ne parle pas. Donc la Russie a des moyens considérables et la Russie ne peut pas être défaite. Elle peut juste être ralentie, ce qui est peut-être le cas, on n'en a aucune idée parce qu'on ne connaît pas les opérations, mais je rappelle quand même quand on fait référence à la Blitzkrieg, et c'est bien tout à l'heure que Fabrice nous le rappelle, les Français ont subi la Blitzkrieg, ça a duré 6 semaines, hein. Ça n'a pas duré 2 jours. Hein. La Blitzkrieg en 2 jours, à part peut-être pour la Belgique qui a duré 2 semaines, mais en règle générale, face à une armée assez conséquente et suréquipée comme l'était l'Ukraine, il faut du temps quand même pour intervenir. Donc l'histoire de dire que les Russes seraient aujourd'hui en difficulté et que les Ukrainiens seraient leurs bourreaux, c'est une vaste plaisanterie. C'est une plaisanterie. Par contre, il y a une réalité. C'est que ce qui ralentit les Russes, c'est cette volonté de ne pas massacrer la population avec des bombardements massifs parce que les forces ukrainiennes se cachent dans les villes. C'est logique. Il n'y a plus de bases militaires ukrainiennes qui ne soient pas investies par les Russes. Il ne reste donc plus que les bases arrières que sont les villes. Et les villes, donc, deviennent de fait, et là, c'est consacré des boucliers humains. C'est vrai que ce terme que je détestais en Irak, parce qu'on l'a beaucoup utilisé en Ukraine, est réellement dédié. C'est-à-dire que les villes sont devenues une base retranchée pour les militaires qui, on se rappelle de l'histoire de l'hôpital, était une base militaire qui a été bombardée comme logistique militaire. On a dit qu'ils ont massacré des civils. Donc, il y a une dernière chose qu'il faut rappeler par rapport à cette guerre de propagande qui est très très violente aujourd'hui. Je ne vais même pas parler du ridicule, par exemple, d'un ministre français, Le Maire, qui a dit « nous allons sanctionner les Russes jusqu'à la population » et qui le lendemain, ridicule qu'il était, il a dû se faire tirer
les oreilles, reculer immédiatement pour dire non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Vraiment, c'était pathétique. J'ai rarement vu des politiques aussi nuls. Moi, ce qui m'inquiète dans cette guerre, c'est pas tellement la stratégie russe qui est réfléchie depuis très longtemps. Je dirais, M. Poutine ne s'est pas lancé dans ce combat sans 8 ans de réflexion. Il a eu le temps de réfléchir, de voir qu'on se moquait de lui et que de toute façon les Occidentaux n'ont aucune parole. La tradition de la parole donnée n'existe pas même sur un document pour l'Occident. On voit bien Minsk, on voit bien les accords avec le nucléaire iranien. Bref, les Occidentaux n'ont pas de parole depuis très longtemps. En gros, depuis que les rois sont tombés, il n'y a pas de parole. Et donc, il a une stratégie qui était réfléchie, qui est mûrement réfléchie. Et de l'autre côté, on a de la réaction imbécile d'Européens qui ne se rendent même pas compte du rapport de force. C'est-à-dire que s'ils coupent le gaz et le pétrole, du jour au lendemain, l'économie allemande est par terre. Il n'y a plus personne. C'est fini. 50% du charbon vient de Russie, 42% du pétrole vient de Russie et 55% du gaz vient de Russie. Autant vous dire qu'il n'y a plus d'industrie allemande. S'ils coupent l'approvisionnement en blé, il y a une explosion sur le marché international du prix du blé. Donc ça signifie que tout va exploser et ce ne sera pas une inflation à 20% comme dans les années 80, ce sera une inflation qui sera surdimensionnée, qui sera absolument insupportable. Sans parler de la valeur de la monnaie de l'euro qui commence à être fragilisée, du rouble qui commence à s'apprécier, puisqu'évidemment on déporte la puissance à l'Est et on commence à avoir ces pays à l'Est qui dirigent. Donc je ne crois pas aux difficultés de la Russie. C'est-à-dire que ce qui a été pathétique de la part des Européens, et c'est très inquiétant que ces dirigeants politiques dirigent avec ce genre de stupidité, c'est de se dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à quand même un géant économique et militaire. On ne parle pas, c'est pas l'Irak, hein, c'est fini ça. Donc aujourd'hui, la multipolarité s'est réinstallée, tant mieux, parce que ça va nous éviter les guerres barbares des Américains. 5 millions de morts au Moyen-Orient en 30 ans par les Américains, 5 millions d'Arabes assassinés par ces barbares. Ça, on n'en parle pas, ça. Je redonne les chiffres, 5 millions entre la Libye, la Somalie, qui est un pays arabe, la Syrie, l'Irak, 5 millions de morts. Eh bien, on n'en parle pas. Eh bien, aujourd'hui, la Russie a dit on arrête, on fait stop. Et ce stop-là va être entendu très durablement. Les conséquences économiques seront extrêmement fâcheuses pour les peuples européens, malheureusement, parce que les dirigeants qui se sont alignés sur une guerre qui n'est pas la leur, je rappelle que l'Europe n'est pas dans une guerre contre la Russie, vont le payer très durement. Donc je pense que demain, il y aura une négociation qui va arriver immanquablement, puisque de toute façon, en face, la partie est réglée. Et cette négociation va en plus être associée à d'autres négociations économiques qui vont être encore plus difficiles à mener. Voilà ce que je pense. Donc effectivement, l'ogre russe qui devient la victime, c'est une mauvaise plaisanterie, une propagande malmenée par des vieux généraux à la retraite qui ne maîtrisent rien. C'est pour ça que je les appelle les gamelins. Ils sont aussi ridicules que ce gamelin qui s'est cru surpuissant face à la Wehrmacht, surpuissante elle en vérité. Merci à vous Gamel. On va rapidement passer à la deuxième partie de cette édition des Géopolitiques internationales, cette fois-ci consacrée à l'actualité. Et l'actualité cette semaine, c'est la surprise d'un maintien des sanctions contre le Mali par la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains qui se sont réunis à Accra, au Ghana, autour de Nana Akufo-Addo et qui ont donc décidé, contre toute attente, de maintenir les sanctions. On va simplement préciser qu'à la veille même de la tenue des travaux de la CEDEAO, c'est la Cour de justice de l'UEMOA qui demandait la levée des sanctions contre le Mali, des sanctions économiques contre le Mali par les États de l'UEMOA qui se trouvent dans la CEDEAO. Et le lendemain, à la surprise générale, les sanctions ont été maintenues. Alors Gamal, je vous retrouve très rapidement. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce maintien et surtout l'entêtement de la CEDEAO de vouloir imposer une année seulement supplémentaire de transition au Mali, alors que la situation sécuritaire reconnue par la CEDEAO elle-même aujourd'hui n'est pas au beau fixe? Simplement parce que le dogmatisme, on ne parle plus de droit. Le droit a été prononcé. Alors, il faut être très précis. Hein. Ce n'est pas la levée des sanctions qui était proposée par cette fameuse juridiction. C'était une suspension pour des raisons humanitaires, tout simplement. Donc, ça reste quand même une demi-teinte. Mais quoi qu'il en soit, il devait immédiatement, s'il respectait les termes du droit, appliquer la levée, la suspension de ces sanctions. Ça n'a pas été fait, alors que pourtant, Assimi Goïta a proposé une transition qui sera de 1 à 2 ans, donc qui répond quasiment aux critères imposés par le mythe de ce qu'on va appeler la démocratie occidentale, parce que c'est une imposition, la démocratie dans les pays pauvres, ça fait rigoler, mais bon. Ce mythe-là a été imposé par l'Occident et c'est l'Occident qui décide. Donc, ce qui est grave ici dans l'histoire, c'est que la CEDEAO, qui est constituée de 16 pays, dont le Mali, qui donc a été exclu, va appliquer un traitement spécial au Mali, alors que tous les autres pays, en termes démocratiques, on pourra en discuter, à part une façade vaguement visible, sont plutôt des régimes qui sont soutenus par des forces militaires étrangères d'ailleurs. Le Mali va donc subir cette sanction contre le droit de la région, contre le droit international. Je rappelle tout de même que les sanctions unilatérales prononcées de cette façon, ça ne correspond pas à ce que dirait l'ONU, parce que ça n'a pas été voté à l'ONU, je le rappelle quand même. Et surtout, le Mali subit les sanctions en étant un des pays les plus pauvres de la région. Alors, plus pauvres, je parle en termes de production de richesse, même si son sous-sol est très riche, mais peu exploité. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Mali fait un pas vers la CEDEAO lui ferme la porte au nez, alors
que la juridiction interne leur imposait de suspendre ces sanctions pour arriver à une négociation. Donc, on se rend bien compte de la rupture. Mais au-delà même de la question malienne de la CEDEAO, c'est un rapport finalement Est-Ouest, encore une fois, qui se réinstalle. J'ai parlé d'un retour de la guerre froide et on le voit bien là. Les Russes sont sur place. Alors, on parle plus de Wagner, parce que j'ai un copain qui était sur place, il a rigolé quand il a entendu parler de Wagner. Il n'y a pas de Wagner, c'est bien les coopérants russes qui sont sur place. Wagner, c'est un mythe inventé par l'Occident pour donner le sentiment qu'il y a encore des néo-nazis qui seraient sur place. Mais la question, c'est que les Français qui ont très mal vécu une partie de leur prestige, leur perte de précaré, font croire aujourd'hui que la propagande russe pousse les populations africaines tellement bêtes qu'elles ne comprennent pas ce qu'est la France, à ne pas aimer la France. Eh bien non, les populations africaines ont compris pendant 60 ans d'indépendance, ce que n'apporterait jamais la France à ces populations. Exploitation des richesses, réduction des misères, guerre civile, voilà ce que c'est, la gestion néocoloniale. Et donc, quand ils voient les Russes arriver, ils disent, bon, au moins les Russes ne sont pas des colons, c'est une certitude, au moins les Russes vont conduire les opérations de façon sérieuse et avec une certaine célérité, comme ils l'ont fait en République centrafricaine, qui a échappé à une guerre civile, rappelons-le quand même. Et surtout, les Russes n'ont pas ce rapport méprisant et détestable. Et rappelons aussi, c'est important, ça circule de plus en plus sur Internet, on rappelle que la Russie n'a pas inventé l'esclavage racialisé, par exemple, qu'elle n'a pas inventé évidemment la colonisation, qu'elle n'a pas pratiqué, qu'elle n'a pas de rapport condescendant vis-à-vis des peuples du Sud, à telle enseigne que même dans les dirigeants russes, il y a des gens de couleur à haut niveau. Je prends simplement le petit père des peuples, ça n'était pas un blanc, rappelons-le quand même. Staline, qui était quand même le dirigeant le plus absolu, reste quand même un homme du Sud de la Russie, donc il faut le rappeler. Et surtout que les Russes ont un rapport relativement sain qui apporte non seulement une protection militaire les concernant et une coopération économique qui est en train de se mettre en place, mais qui apporte en plus cette collaboration nécessaire et enfin existante entre la Russie et la Chine. Donc une coopération militaire combinée à une coopération économique de co-développement et de coproduction de richesses, ce que nous appelions nos voeux depuis toujours. Donc la CEDEAO n'a pas le vent en poupe, elle est en difficulté, elle veut taper un pays qu'elle croit être faible, mais aujourd'hui les peuples, eux, ne se trompent pas, ils sentent bien que les Maliens ont récupéré une certaine dignité, qu'il n'y a plus de singes au pouvoir, de petits chiens de la France, et ils sentent bien que les dirigeants maliens ont à cœur le bien-être de leur population et qu'ils veulent en finir avec ce terrorisme qui était un produit importé de l'extérieur. Donc effectivement, c'est bien de rappeler que la CEDEAO ne respecte pas une directive de droit, donc ils sont hors la loi aujourd'hui, ce n'est pas les Maliens qui sont hors la loi, mais surtout de rappeler que la migration des pouvoirs économiques et politiques se fait de plus en plus à l'Est et qu'effectivement la France se prend très mal. C'est la raison pour laquelle la France fait pression sur le Mali. La France ne fait que activer ses petits soldats contre le Mali. On le voit bien avec Mohamed Bazoum qui demande un procès par rapport à la mort d'un homme qui aurait volé de l'argent. Bref, on est vraiment dans du grand n'importe quoi. Mais en vérité, la réalité qu'il faut en conclusion, c'est simplement que la CEDEAO aujourd'hui est en contravention avec ses propres règles et droits qu'elle a elle-même édictés. Donc, on ne donne pas de leçon de démocratie quand on ne respecte pas le droit. Et merci. Gamal Abina, et très rapidement nous allons toujours dans l'actualité maintenant évoquer avec Fabrice Béor le tir de missiles de la Corée du Nord, nouveau tir donc de missiles balistiques intercontinental avec succès. Je vous propose d'ailleurs cette vidéo qui nous ramène sur cette opération, et juste derrière Fabrice, je vous retrouverai pour comprendre, pour avoir l'analyse de ce nouveau tir et surtout ce que cela représente en termes d'influence dans l'ensemble de la sous-région. The size of this means that it can fit a lot more inside of it. So we're likely looking at a missile that can carry, for example, more than one warhead, right? So it could strike multiple targets with a single missile.
The size of this means that it can fit a lot more inside of it. So we're likely looking at a missile that can carry, for example, more than one warhead, right? So it could strike multiple targets with a single missile. Retour sur ce plateau et très rapidement, je vous retrouve Fabrice Béant. Alors, qu'est-ce que ça change dans cette région Indo-Pacifique en parlant de ce nouveau tir de missile intercontinental qui a été effectué par Kim Jong-un et l'armée nord-coréenne? Fabrice, est-ce que vous nous recevez? Il se reconnecte, Guy. Parfaitement. Alors, on le retrouve dans une dizaine de minutes. Le temps pour nous, effectivement, d'y aller plutôt avec vous, Luc Michel. Cette fois-ci, l'actualité proposée est, bien sûr, cette guerre froide, finalement, qui couve entre Israël et l'Iran. Rappelez que, de terribles explosions ont retenti dimanche à l'aube au cœur de la région autonome du Kurdistan irakien. Pas moins de 12 missiles balistiques ont visé un complexe résidentiel de la capitale Erbil, où se trouvait également un bâtiment du consulat américain mené depuis l'Iran voisin. L'attaque qui a fait au total, 2 blessés a été revendiquée dans la foulée par les gardiens de la Révolution. Dans un communiqué, l'armée de la République islamique a indiqué avoir visé un centre stratégique israélien et menacé l'État hébreu de nouvelles frappes destructrices. Alors, Luc Michel, comment comprendre la guerre secrète entre Israël et l'Iran aujourd'hui? Je viens ici de vous préciser l'un des derniers développements dans ce contexte-là. Tout commence en 2006, quand l'Iran invente la guerre hybride. La guerre hybride, ce n'est pas une invention russe en 2013 en Ukraine, c'est une invention de l'Iran en 2006. Quelle est la caractéristique de cette guerre hybride? C'est que c'est une guerre moderne qu'on appelle post-Clausewitz. Elle ne correspond plus aux critères de la guerre des académies militaires, telle qu'elle était enclenchée et enseignée depuis le général Clausewitz après Napoléon. C'est une guerre qui est multidimensionnelle, c'est une guerre où la politique n'est pas suivie par la guerre militaire, mais bien dans lequel la politique est une des dimensions de la guerre. Et enfin, c'est une guerre qui est menée par des acteurs non étatiques. Dans le cas de l'Iran, les différentes parties milices-États comme le Hezbollah. Petit à petit, Israël va perdre la parité stratégique. À côté de cela, il y a un deuxième phénomène, ce sont les accords de Genève sur le nucléaire civil iranien qui sont considérés par Israël comme une menace existentielle fondamentale et l'ouverture d'une dissémination du nucléaire au Proche-Orient. À partir de ce moment-là, Israël engage une guerre secrète contre l'Iran. N'oubliez pas qu'Israël est là, le Mossad, qui sont parmi les meilleurs services secrets au monde. Elle entame une politique de frappe, de terrorisme, d'assassinat. Il y a par exemple le général Soleimani, qui n'est pas seulement un militaire, c'est un diplomate couvert par l'immunité diplomatique en Irak. Il est, avec la complicité des Américains, assassiné lorsqu'il atterrit à l'aéroport de Bagdad. Voilà ce qui se passe là-bas. Il y a des dizaines et des dizaines de savants, d'officiers iraniens qui sont assassinés à l'étranger et en Iran. Et l'Iran y répond lui également. Elle a également d'excellents services secrets et elle a une armée politique qui sont les gardiens de la révolution, qui est indépendante de l'armée nationale iranienne. Cela mène des attaques de navires israéliennes, ils mènent des exécutions en représailles. Notez que ce n'est pas l'Iran qui est l'agresseur, mais l'agressé ne fait que se défendre et répondre. On a donc une guerre secrète qui s'est installée et qui relève simplement la panique des Israéliens.
les Israéliens ont perdu la parité stratégique et ils sont en train de la perdre dans un dernier domaine qui est celui du ciel. Jusque-là, dans les années 1980, la Russie, c'était l'Union soviétique, était l'allié de Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad en Syrie. Elle avait établi une parité stratégique envers la Syrie et Israël. À la fin, à la destruction de l'Union soviétique, Israël disposait d'une supériorité stratégique. Elle menait des raids aériens, notamment au-dessus du Liban, de la Syrie, également de l'Irak, où elle avait détruit en 1980 les installations nucléaires iraniennes, et elle a les mêmes projets maintenant pour l'Iran. À l'occasion de la guerre avec l'Iran, l'Iran est devenu l'allié de la Russie et de la Syrie, et l'introduction des matériels militaires russes, notamment les systèmes antimissiles S-300 et S-400, fait que petit à petit, Israël a perdu la parité stratégique. Aujourd'hui, sur le ciel du Proche-Orient, il y a entre l'axe de la résistance, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran et les milices alliées de l'Iran, comme le Hezbollah. Il y en a dans tous les pays du Proche-Orient, au Yémen avec Ansarallah, en Irak avec les Al-Hajj el-Shalabi, au Liban avec le Hezbollah, au Bahreïn avec les comités politiques, en Syrie avec les comités de défense militaire, en Palestine avec le Hamas qui s'est rallié à l'Iran, alors qu'au départ, il était d'obédience qatari. Eh bien, toutes ces milices, évidemment, disposent d'un arsenal de missiles balistiques qui peut frapper Israël et qui leur garantit la parité stratégique au-dessus du ciel du Proche-Orient, en particulier dans la guerre du Yémen. Ansarallah, qui est le Hezbollah yéménite, mène des frappes sur le territoire d'Arabie saoudite, notamment sur les installations de pétrole de l'Aramco saoudienne. Voilà pourquoi il y a cette guerre civile, cette guerre secrète d'Israël contre l'Iran, mais c'est une guerre sans issue parce que de plus en plus, évidemment, l'Iran disposera des moyens de répondre à cela. Israël déjà a perdu la guerre et maintenant elle est en train de perdre la neutralité bienveillante qui était celle des Russes vis-à-vis des Israéliens. Il y a une communauté russe en Israël d'environ 1 million de personnes. Ce sont les héritiers des refusniks de l'époque soviétique. Ils ont des partis politiques, ils ont une presse. Jusque-là, la Russie de Poutine a fait preuve d'une neutralité. Mais petit à petit, à l'occasion de la guerre de Syrie, mais aussi maintenant de la guerre d'Ukraine, dans laquelle les Israéliens sont liés à Zelensky et à l'Ukraine, eh bien, Israël est en train de perdre les bénéfices de cette neutralité russe. Israël est la grande perdante de tous ces changements stratégiques au Proche-Orient, mais aussi en Europe centrale et en Méditerranée. Merci. Merci à vous, Luc Michel. Fabrice Béot, je vous retrouve maintenant pour aborder l'autre fait d'actualité. Il s'agit du nouveau tir de missile de la Corée du Nord et c'était le tout premier missile intercontinental donc testé depuis le début de l'année. 10 tirs de missiles ont été effectués par la Corée du Nord, ce qui, dans cette région, a tendance donc à créer de nouvelles dynamiques, notamment avec la Corée du Sud qui a effectué de nombreux tirs de missiles en direction de la Corée du Nord après que ce missile intercontinental se soit donc retrouvé en mer du Japon, non loin de la zone économique exclusive. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans cette vaste sous-région Indo-Pacifique après ce nouveau tir réussi de missile intercontinental de la Corée du Nord? Les fondamentaux ne changent pas, mais la graduation, oui, puisque ce missile, alors il est assez imprononçable, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Hwasong 17. C'est un missile qui peut charger plus de, je crois, si j'ai bien vu, entre 15 et 20 tonnes de charge nucléaire. On ne sait pas s'il est ce qu'on appelle mirvé, c'est-à-dire s'il a une seule tête ou plusieurs têtes qui peuvent avoir leur propre destination.
C'est le grand questionnement, mais en tout cas, il a une portée de 15 000 km, donc il peut toucher les États-Unis à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, ça a bien été indiqué par les autorités de Pyongyang, directement d'ailleurs par le leader nord-coréen Kim Jong-un, que aujourd'hui, ils pouvaient donc toucher les États-Unis et qu'ils étaient prêts à ce moment-là à répondre à toute agression vis-à-vis de leur pays. Rappelons très rapidement pourquoi la Corée du Nord s'arme d'un point de vue nucléaire, parce qu'ils ont tenu compte du résultat des relations de bon partenariat entre les États-Unis et l'Irak, avec la destruction donc de l'Irak de Saddam Hussein, et la même chose avec la Libye de Muammar Kadhafi. Et d'ailleurs, dans la Constitution, il est inscrit comme objectif que l'arme nucléaire est une arme de protection. Il est inscrit pourquoi il rappelle ces deux éléments que je viens de vous indiquer. Donc, c'est extrêmement clair. Et donc, nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, ce missile coréen qui a fait un test réussi. Après quelques jours, il y a quelques jours auparavant, ils avaient fait un test avec ce même missile, mais qui n'avait pas réussi. Celui-ci, selon tous les éléments et même les experts occidentaux, semble avoir été réussi par rapport aux objectifs nord-coréens. Et donc, nous avons une Corée du Nord qui aujourd'hui a toute la panoplie de missiles, puisque je vous rappelle qu'ils ont des missiles même aujourd'hui de croisière en développement, des missiles. Donc, il y a toute la panoplie qui est en train de s'établir, et ça change le rapport de force avec les États-Unis. Je ferai un parallèle avec effectivement l'Iran qui également s'arme avec des missiles et qui permet de changer l'équilibre régional justement des forces. Et je rappellerai également que la Russie a rétabli et même dépassé l'équilibre des forces avec les missiles tels que justement Calibre, ces missiles de croisière, ces missiles Kinjal, qui ont été utilisés justement en Ukraine et qui ont démontré qu'ils pouvaient toucher qui ils voulaient, quand ils voulaient, sans que ça puisse être arrêté, et le fameux missile avant-garde qui peut faire ad vitam aeternam le tour de la Terre autant qu'il veut et toucher la cible qu'il souhaite. Donc les États-Unis ont perdu leur avantage stratégique, et même la Corée du Nord, dont on a fait pourtant un blocus économique depuis des années pour affamer le peuple, a quand même réussi à produire ces missiles qui aujourd'hui peuvent toucher les États-Unis. 15 000 km, ils peuvent toucher les États-Unis, je pense presque même n'importe quel point des États-Unis. Donc ça change évidemment la donne régionale, ce qui ne veut pas dire que la Chine ou la Russie soient très contents d'avoir une autre puissance nucléaire à ses frontières, puisque la Russie est présente avec la Vladivostok à côté. Mais comme l'avait rappelé Poutine, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, depuis des années, ils ont la bombe nucléaire. Donc, arrêtons de faire semblant qu'ils ne l'ont pas et de mettre des blocus économiques pour qu'ils ne l'aient pas. Ils l'ont. Et aujourd'hui, non seulement ils l'ont, mais en plus, ils ont le vecteur pour pouvoir l'utiliser. Normalement, quand vous êtes une personne sensée, vous arrivez et vous négociez. Et si vous négociez, à ce moment-là, il faut le faire maintenant, puisque c'est maintenant le moment. Mais les États-Unis ont besoin toujours d'avoir un ennemi, puisque s'ils ont un ennemi, ça justifie leur présence au Japon, ça justifie leur présence en Corée du Sud, et ça justifie donc, ça leur donne les armes pour pouvoir affronter la Chine. Telle est la réalité. Les États-Unis ne négocient simplement lorsqu'ils ont le couteau sur la gorge. Ils ne le font jamais autrement. Ils ne respectent que la loi du plus fort. C'est malheureux puisque la Russie voulait, comme d'ailleurs la Chine, veulent des rapports civilisés, c'est-à-dire des accords, un droit international respecté, mais malheureusement, l'Occident, comme ça a été indiqué précédemment par Gamal, ne veulent absolument pas et ne respectent pas leurs paroles, ni les contrats signés. Donc, ça justifie l'armement de la Corée du Nord, quoi qu'on puisse penser du régime politique, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue pour garantir sa souveraineté. Ils ont pratiqué une politique gaulliste et aujourd'hui, ils ont les moyens de se faire respecter et les États-Unis peuvent dire au revoir s'ils avaient l'opportunité, la folie de penser qu'ils pouvaient évidemment démettre la Corée du Nord. Mais ça a une conséquence, et je vais terminer là-dessus, c'est que malheureusement, ça va justifier un réarmement massif quand même du Japon et une présence militaire américaine plus importante dans la région. Elle est déjà donc on va évidemment vers un peu plus de tension
dans la région, surtout lorsque l'on sait que les États-Unis ont indiqué que la Chine était leur ennemi numéro un, bien évidemment, puisque la Chine est en fait reprend sa place dans le commerce mondial et international, c'est-à-dire la première place. Aujourd'hui, le centre se dirige vers l'Est, vers l'Asie du Sud-Est, et absolument plus en Occident. Les États-Unis, comme l'Europe occidentale, deviennent des marges en réalité de l'économie de demain, et c'est en cela que ils sont dans cette politique guerrière, mais qui a abouti effectivement un surarmement et un armement nucléaire de la Corée du Nord. C'est de l'autodéfense en réalité. Voilà à quoi mène la politique américaine, à une instabilisation du monde et peut-être justement une possibilité de rentrer dans des conflits encore bien plus durs. Le problème dans le monde aujourd'hui, ce n'est ni l'Iran, ni la Corée du Nord, ni la Russie, ni la Chine. Ce sont bien ces va-t-en-guerre qui ont fait des millions de morts, des dizaines de millions de morts depuis qu'ils existent. Ce sont les États-Unis. Les Européens ne font que suivre puisqu'ils n'ont aucune souveraineté de toute façon géostratégique, militaire ou même diplomatique. Merci à vous Fabrice. Et on va sortir de cette revue de l'actualité avec vous, Mikhail Gamandi-Egorov, en évoquant le Donbass, la région du Donbass, dans cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Le Donbass qui est aujourd'hui, et d'ailleurs vous l'avez dit d'entrée de jeu dans cette émission, le Donbass qui est la clé du conflit en Ukraine. Peut-on en savoir un peu plus ? Oui, bien sûr que c'est la clé, parce que déjà la Russie, dès le départ, avait clairement indiqué que l'objectif, l'un des principaux objectifs de l'opération militaire russe en cours, c'est la protection de la population du Donbass. Il faut quand même rappeler encore une fois qu'il y avait les accords de Minsk qui, même si on sait tous que depuis 2014, après ce qui s'est passé, après le coup d'État du Maïdan, et après après que la junte kiévienne ait envoyé ses forces pour mater tous les accords qui émanaient de cette région, donc c'est vrai qu'il n'y avait plus aucune volonté de l'écrasante majorité des habitants de faire partie de cet État, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, les accords de Minsk prévoyaient une sorte de maintien du Donbass dans l'État ukrainien, ne serait-ce que sur le papier, dans un cadre fédéral, et c'est d'ailleurs aussi la raison pour que la Russie, en donnant de la chance, peut-être un peu trop d'ailleurs, à la diplomatie au cours de toutes ces 8 dernières années, ne reconnaissait pas de facto l'indépendance des républiques populaires du Donbass. En Russie aussi, dans le langage officiel, jusqu'à encore récemment, on parlait de républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire, avant même l'opération du 24, quand on a vu que le régime kievien n'a aucune volonté de respecter, après 8 ans de signature, n'a aucune volonté de respecter les accords de Minsk, plus que cela, qu'il continue de bombarder le Donbass, la population civile, plus que cela, qu'il compte lancer, et c'était ça aussi, parce que depuis des mois, on entendait parler du fait que la Russie a amassé de larges troupes aux frontières ukrainiennes, mais personne n'a voulu parler en Occident. Effectivement, l'Ukraine a amassé la moitié, voire plus, de son effectif armé, composé des forces armées ukrainiennes et des bataillons punitifs d'obédience néo-nazie sur la ligne de démarcation avec le Donbass, en y amenant d'ailleurs de l'armement lourd, en totale violation, là encore, des accords de Minsk. Donc la Russie a pris ses responsabilités. La Russie a reconnu l'indépendance de ces deux républiques du Donbass, donc le Donetsk et de Lugansk. Et lorsqu'ils ont vu que même à partir de ce moment-là, le régime kiévien continuait de bombarder le Donbass, la Russie a lancé son opération. Donc évidemment, aujourd'hui, le Donbass, la libération totale du territoire du Donbass, c'est la priorité, c'est tout à fait indéniable. D'autre part, ce qui est tout à fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la République populaire de Lugansk, cet objectif est déjà très largement atteint. Dans le cadre de la République populaire de Donetsk, c'est en cours, mais chaque jour qui passe, il y a de nouveaux territoires qui sont libérés. Et c'est vrai que maintenant, la bataille de Mariupol sera une victoire très importante pour le Donbass, parce que cette ville stratégique de la mer d'Azov et de cette région sera réintégrée dans la République populaire de Donetsk. Le régime kiévien perdra désormais tout accès à la mer d'Azov. Et bien sûr, stratégiquement parlant, comme je l'ai dit, ça permettra de faire cette jonction stratégique entre la Crimée, la région du Kherson, qui est sous contrôle total des forces armées russes, et du Donbass. Bien sûr, et l'autre raison très importante qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, pourquoi c'est très important, c'est parce qu'aujourd'hui, l'un des principaux objectifs de la Russie dans le cadre de cette opération, c'est effectivement la dénazification et la démilitarisation du régime kiévien. Et lorsqu'on sait qu'une large partie de l'effectif armé ukrainien se trouve précisément dans le Donbass, et qu'aujourd'hui il est de plus en plus encerclé et qu'il sera
éliminés, à défaut de ceux qui vont se rendre, parce qu'il y en aura ceux qui vont se rendre. Les militaires ukrainiens, et y compris des officiers, on l'a vu au cours des dernières semaines et des derniers jours, ont beaucoup plus cette tentation de se rendre parce qu'ils ne veulent pas se battre pour un régime criminel, ce qui est beaucoup moins le cas évidemment pour les bataillons d'obédience néo-nazis, parce que eux, ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ils savent qu'ils sont les premiers visés, qu'ils seront éliminés, ou s'ils seront pris vivants, ils vont être jugés et ils vont obtenir de très lourdes peines pour tous les crimes qui ont été commis au cours de toutes ces années, y compris dans le Donbass. Donc évidemment, quand on connaît que cette présence massive de l'effectif armé ukrainien se trouve précisément dans le Donbass, lorsqu'il sera mis hors d'état de nuire, évidemment, vous pouvez parfaitement comprendre la suite, y compris sur les autres axes de l'opération. J'ajouterai un dernier point, et je pense que tout à l'heure, Fabrice avait dit une chose très intéressante, c'est qu'effectivement, plus le régime kievien, même si ce n'est pas tellement de lui qu'il s'agit, mais plus ses parrains atlantistes occidentaux vont le pousser à dire non, nous n'allons pas négocier, nous n'allons pas accepter les conditions de la Russie, parce que vous savez que vous connaissez les conditions de la Russie. Les conditions de la Russie sont très claires, c'est-à-dire démilitarisation du régime kievien, dénazification, ce qui signifie que tous ces mouvements néo-nazis, on a parlé d'Azov, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres, c'est le parti néo-nazi Svoboda, c'est le mouvement néo-nazi Pravый Sektor, c'est le bataillon Haïdar, même s'il a été globalement écrasé, mais bon, dans tous les cas, tous ces mouvements doivent devenir illégaux et qu'il n'y aura plus de place pour une quelconque idéologie néo-nazie sur le sol ukrainien. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'une des conditions. Les autres conditions étant la reconnaissance officielle de la Crimée comme partie intégrante de la Fédération de Russie et la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et autre point, bien sûr, très important, il a été rappelé aujourd'hui, c'est la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, statut neutre de l'Ukraine. Mais effectivement, et là je rejoins entièrement ce qui a été dit par Fabrice tout à l'heure, plus ce régime va s'obstiner à refuser ces conditions, évidemment, on sait tous la dictée de qui, eh bien, effectivement, il y aura plus de conditions qui vont être mises sur la table, qui seront de toute manière obligés d'accepter, et effectivement, on va parler de partition pure et simple. Donc, si au départ, ils avaient fait preuve d'un minimum de sagesse, tout aurait pu se régler avec le Donbass, qui est de facto déjà indépendant et qui maintenant le sera définitivement, puisque tous ces territoires qui ont été occupés par le régime qui vient en 2014, qui appartiennent au Donbass historiquement, vont être libérés et intégrés au sein des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendra des autres régions du sud-est, les russophones? Et d'après ce que je vois, c'est que par exemple les habitants de la région de Kherson, donc qui se trouve entre la Crimée et le Donbass, et très majoritairement russophones, on voit bien que je ne suis pas sûr que ces gens, pour la plupart d'entre eux, souhaitent retourner dans l'État ukrainien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, quand on connaît cette réalité, il n'est pas exclu, au vu donc, en vue de cette volonté de continuer à faire mourir les Ukrainiens pour le compte des États-Unis et de l'OTAN, et d'accepter les conditions qui avaient été annoncées dès le départ, effectivement, il y a de fortes chances que nous allons aller à terme vers une partition, pas seulement du Donbass, parce que ça c'est une question qui est déjà résolue et claire, il reste juste donc, ces territoires encore du Donbass à libérer, mais de facto c'est fini, le Donbass ne fera plus jamais partie de l'Ukraine, de l'État ukrainien, mais la question qui s'en suivra, qu'adviendra-t-il des autres régions du sud-est majoritairement russophones? Et effectivement, rien n'est exclu maintenant, y compris la partition, comme l'avait dit tout à l'heure notre ami Fabrice. Merci. Merci à vous, Mikhail Gamandier-Gorov. Merci également à Luc Michel. Merci à vous, Gamal Abina. Et merci pour terminer. Je vous dis merci, messieurs, parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je remercie également Fabrice Béor. Voilà, messieurs, on a été heureux de vous recevoir pour cette autre édition de Géopolitique Internationale. Je vous souhaite une très bonne suite et à très très bientôt pour une nouvelle édition.